On va passer au deuxième orateur. C'est le docteur Jean Duss, qui est un médecin adjoint dans le service d'allergologie et endocrinologie, immunologie, qui va nous parler sur Covid et immunologie. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai le plaisir de vous parler de l'immunologie dans la maladie du Covid-19. On sait que le Covid-19, il a une évolution très variable, allant d'une infection asymptomatique à une déférence multi-organique, même avec un décès. Et dans ce contexte, il y a des modèles holistiques immunologiques qui ont été établis qui prennent en compte toutes ces différentes étapes, stades inflammatoires de la maladie. Il y a un modèle très intéressant qui part au départ, il y a une infection des voies respiratoires et en fonction de l'évolution, l'immunologie du patient, le système immunitaire, le patient peut guérir, soit une prochaine étape, il développe une pneumonie, c'est la deuxième étape, et en fonction de l'évolution, il peut aussi guérir, ou par la suite, il y a des complications qui se peuvent manifester par une détresse respiratoire aiguë avec nécessité d'intubation ou des défaillances multi-organiques, et même le décès ou la guérison du quatrième stade. Correspondant à ce modèle, au point de départ, il y a une charge virale qui peut être très importante ou moins importante, et le système immunitaire répond au départ avec des anticorps IgM qui augmentent et puis après qui descendent avec le temps, et ainsi les IgA. En fonction de la sévérité de la maladie, ou aussi la durée de la maladie, c'est-à-dire on prend toutes ces différents stades avec pneumonie, intubation et complications, on peut avoir un taux des IgG plus élevé par rapport à ceux patients qui ont eu une évolution moins importante. En prenant l'axe de temps, et entre au début avec l'infection des voies respiratoires supérieures et la déférence multi-organique avec même activation du syndrome, activation des macrophages, il y a une inflammation qui augmente. Au point de départ, l'inflammation est marquée par la réponse antivirale et par la suite, le système immunitaire il est dérégulé et l'inflammation est marquée par l'activation du système immunitaire inné, malgré tous les traitements qu'on donne à ces patients avec des antiviraux et par exemple chloroquine. Au point de départ, quand il y a l'inflammation antivirale, on n'a pas envie de donner des immunosuppresseurs. Par contre, quand il y a cette dérégulation du système immunitaire, on a plutôt envie de donner des immunosuppresseurs à ces patients. Le temps, le cut-off, quand il faut donner, n'est pas très encore bien établi. Mais je vais un peu parler un peu de ça. Quand les patients ils ont une hyperinflammation dans le Covid-19, on parle souvent d'une tempête, d'un typhoon, cyclone, ouragan, c'est-à-dire hurricane. En regardant toutes ces différentes étapes inflammatoires, quand il y a une réponse antivirale au point de départ, il y a toujours une inflammation, mais qui est moins marquée par rapport quand il y a par exemple un ARDS avec nécessité d'intubation et la prochaine étape qui est beaucoup plus importante avec activation des macrophages, il y a un syndrome d'activation macrophagique. Toutes ces étapes se différencient par la quantité et le nombre de cytokines qui sont sécrétées pendant ces stades. Au dernier stade, il y a surtout aussi une activation aberrante, surtout des cellules CD8, cellules NK et des macrophages qui contribuent à la symptomatologie et la clinique des patients. On a l'impression que ce stade sévère de Covid-19, il correspond à un syndrome d'hyperféritinémie. C'est-à-dire, on a le Covid-19, on a le choc septique, on a la maladie d'adulte du style, on a le syndrome d'activation macrophagique et le syndrome périodique fébrile avec les cryopurines. Toutes ces maladies sont très similaires. Ils ont une hyperféritinémie, ils ont une sécrétion des cytokines exacerbées, il y a l'infection qui est trigger de cette maladie, ils sont tous marqués par une fièvre, ils ont aussi une multi-organ involvement et ils ont aussi, par contre, le ARDS il est plus caractéristique dans le Covid-19. En outre, on voit aussi dans ces manifestations sévères du Covid-19, il y a une thrombocytopénie, une anémie, aussi des leucopénies et, comme j'ai déjà dit, qu'il y a une activation des cellules NK qui est perturbée. On note aussi une augmentation de IL-2 récepteurs solubles dans le sang et ainsi il y a aussi
perturbation test hépatique, une coagulopathie et un syndrome inflammatoire, qui est marqué, comme tous les deux autres, syndrome d'hyperféritinémie. Est-ce qu'on peut prédire une intubation des patients avec une COVID-19 sévère? Il y a une étude qui a été faite en Munich récemment. Ils ont pris une cohorte de COVID-19 et une cohorte non COVID-19 qui était aux soins intensifs et ils ont regardé les marqueurs inflammatoires, le IL-6 et la CRP au début de la maladie, où il y a de l'hospitalisation. Et puis ils ont regardé le groupe qui était non intubé et le groupe qui était intubé dans les deux cohortes, c'est-à-dire COVID-19 et non COVID-19. Et puis on voit toujours que l'IL-6 dans différents groupes et la CRP est augmentée dans les patients qui sont intubés au point de départ. Et si on regardait les valeurs maximales des patients qui étaient intubés COVID-19 et COVID-non-19, c'est-à-dire qui n'avaient pas l'infection COVID-19, on voit aussi le IL-6 est beaucoup plus élevé et si la CRP est élevée dans les groupes qui sont intubés. À l'aide de ça, ils ont fait des ROC courbes et puis ils ont regardé la prédiction d'une intubation. Ils ont regardé différents paramètres inflammatoires, les LH, la créatine, ferritine, troponine, les globules blancs, la procalcitonin CRP et IL-6. Et puis ils ont vu finalement que dans le groupe COVID-19, l'IL-6 était le marqueur le plus prédictible pour une intubation. La CRP était moins bonne. On aussi voit dans le groupe contrôle, c'est-à-dire non COVID-19, l'IL-6 était aussi le meilleur marqueur pour prédire une intubation. Et par des extrapolations mathématiques et statistiques, ils ont vu si le IL-6 dépassait par exemple 65 nanogrammes par millilitre, 23 heures plus tard, le patient était moyennement intubé. Quand ils ont regardé la CRP, si le CRP était dépassé 97 mg par litre, 15 heures plus tard, les patients étaient intubés en moyenne. C'est-à-dire que ça peut être éventuellement aussi nous guider et puis renforcer le traitement dans le COVID-19 sévère. Maintenant, quelle thérapie stratégique on peut appliquer dans ces patients-là? On sait que quand il y a une infection au coronavirus, il y a les macrophages, les cellules dendritiques et les monocytes qui sont activés avec une sécrétion de IL-6. Et l'IL-6 peut s'attacher, par exemple, aux lymphocytes, aux cellules endothéliales. Quand ils sont attachés aux cellules, aux récepteurs, il y a une activation de la Janus kinase et d'autres facteurs de transcription intracellulaire. On peut bloquer cette transmission extracellulaire par des anticorps monoclonaux, par exemple le siltuximab, qui bloque juste le IL-6, ou par d'autres anticorps monoclonaux, le tocilizumab ou le sarilumab, qui bloquent le récepteur de IL-6, soit soluble ou sur les cellules. Il y a plusieurs centaines de cas qui ont été reportés dans la littérature qui montrent une efficacité de tocilizumab dans les cas très sévères, soit soins intensifs ou soins intermédiaires. Mais ce sont des études observationnelles et rétrospectives. Il n'y a pas des études randomisées et contrôlées sur l'efficacité et sur l'inutilité de ce traitement dans le COVID-19. Et actuellement, il y a 43 essais cliniques qui sont rapportés pour le tocilizumab, 14 pour le sarilumab et 3 pour le siltuximab. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études en cours, mais il n'y a pas encore beaucoup de résultats de ces études cliniques. Une autre possibilité de traiter les patients avec Covid sévère, c'est au lieu de bloquer la transmission extracellulaire, de bloquer la signalisation intracellulaire. Pour celle-ci, il y a on peut bloquer par exemple la Janus kinase, les JAK inhibiteurs qui sont utilisés par exemple dans les maladies inflammatoires rhumatismales ou par exemple des maladies hématologiques. Il n'y a pas de données, mais il y a encore environ 12 études qui sont en cours actuellement et assez prometteurs. Une autre possibilité de traiter l'hyperinflammation, c'est par exemple les anti-IL-6, le anakinra. Il y a des données, mais ce sont surtout des études rétrospectives et observationnelles. Il y a des cas de série qui montrent un certain potentiel, mais là, il n'y a pas vraiment une étude randomisée contrôlée. Il y a actuellement 10 études en cours. Une autre possibilité, c'est bloquer l'interféron gamma. Il y a une étude en cours. Et récemment, il y a été une étude avec une application off-label d'un inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton. C'est un médicament qui est utilisé en hématologie dans la leucémie.
Et puis, il y a une étude qui a été appliquée sur 19 patients avec un Covid sévère qui ont été traités pour entre 10 et 14 jours. Ils ont vu qu'après 1 à 3 jours, dans la majorité des patients, l'oxygénation s'est améliorée. Ils ont vu que les marques inflammatoires, la CRP, les 6 et lymphopénie se sont rapidement normalisées, correspondant en corrélation avec l'oxygénation. Un autre médicament qui n'est pas souvent mentionné, mais qui peut être aussi efficace, ce sont les immunoglobulines intraveineuses. Il y a juste une étude à Wuhan, dont à peu près 58 patients ont reçu les immunoglobulines, et ils ont vu que surtout les patients qui avaient une évaluation défavorable, une manifestation sévère du Covid-19, ils ont vu qu'il y avait du potentiel d'amélioration clinique, surtout quand il y avait une activation macrophagique ou quand il y avait une tempête des cytokines. Les corticostéroïdes, c'est un couteau double tranchant. Le moment et le dosage des glucocorticoïdes administrés est très important. Si on donne trop précoce les corticostéroïdes, on peut retarder la clearance des coronavirus et puis on peut même induire une évolution défavorable. Il y a un certain bénéfice pour les patients qui ont des lésions inflammatoires pulmonaires sévères, mais c'est controversé. Ainsi, les doses à utiliser ne sont pas très claires. Souvent, il est proposé d'utiliser entre 3 à 5 jours avec une dose équivalente de 1 à 2 mg par corporel par jour. On ne sait pas exactement à quel point les corticoïdes aident dans l'activation hémophagocytaire ou dans la tempête cytokine. Il y a un certain potentiel, mais ce n'est pas encore très bien établi. Pour finir, ce que j'ai mentionné, tous ces médicaments, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres possibilités de traiter l'hyperinflammation sévère dans le Covid-19. On peut induire, par exemple, améliorer la défense antivirale par interféron lambda, les corticoïdes et IV que j'ai mentionné, mais il y a d'autres traitements anticytokiniques qui ont un potentiel, qui peut être éventuellement aussi utilisé, notamment aussi les anti-TNF-alpha. La plasmaphéreuse, par exemple, n'était pas étudiée. Il y a aussi des médicaments pour bloquer l'activation des macrophages ou ainsi des médicaments pour renforcer la barrière endothéliale. Avec cette dia, j'aimerais terminer ma présentation. Je suis ouvert pour des questions. Merci beaucoup pour cette claire présentation. Moi, j'aurais une question par rapport à tout ce que vous avez présenté. Est-ce que dans la clinique, vous pouvez nous conseiller par rapport aux meilleurs prédicteurs, entre guillemets, de cette tempête de cytokines? Parce que souvent, on voit qu'au début de maladie, la CRP reste quand même basse. Vous avez montré un seuil de 97, mais souvent elle est basse. Donc, est-ce que la CRP suffit ou vous conseillez d'autres examens pour la prédiction? En principe, on peut, je ne sais pas à quel point c'est validé ici à l'hôpital, mais on peut aussi mesurer ici, ou ça juger aussi les IL-6. Je pense que ça serait intéressant de mesurer. La ferritine, c'est aussi un marqueur qui peut être très intéressant pour prédire l'hyperinflammation. Et si c'est une cytopénie vraiment très marquée, surtout la thrombocytopénie, qui peut être aussi un indicateur d'une tempête de cytokines. Peut-être une dernière petite question. Quand on voit vos derniers diapos en parlant de traitement de l'inflammation, ça nous évoque bien sûr la classe des anti-inflammatoires qui a été assez controversée pendant cette épidémie de Covid. Vous pouvez nous donner un petit mot un peu sur les anti-inflammatoires? Au point de départ, il y avait une controverse. Est-ce qu'on peut utiliser les anti-inflammatoires? Mais finalement, on peut utiliser théoriquement les anti-inflammatoires dans une maladie non sévère, légère. Quand il y a vraiment une dégradation de l'évolution, c'est-à-dire quand il y a vraiment le Covid très sévère, je pense qu'ils n'ont pas de place. Le traitement, je pense, au point de départ, on ne sait pas à quel point ces anti-inflammatoires empêchent la survenue du Covid sévère, on ne sait pas. Mais en principe, on peut les utiliser, il n'y a pas de contre-indication, théoriquement.